Un enfant sur deux victime du harcèlement scolaire, c'est le terrible bilan dressé par l'UNICEF. Face au danger, l'État et les établissements tentent de riposter sans véritable succès. Beaucoup de parents sont eux aux abonnés absents. Le Made in France a l'honneur. Pendant 2 jours, des exposants vont faire la promotion de leurs produits fabriqués dans l'Hexagone à l'occasion du salon du Made in France, un concept qui séduit de plus en plus de consommateurs. Le local dépendant du global, c'est le paradoxe créé par les liens qui unissent les producteurs locaux, géants des GAFA. Faute de politique numérique d'envergure, les États-Unis et leurs entreprises garderont la main. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le sujet sociétal du moment, le harcèlement scolaire. Jeudi, à l'occasion de la journée nationale contre ce fléau, l'UNICEF a dévoilé un bilan plus qu'alarmant. Un enfant sur 2 en est victime dès l'âge de 7 ans. Thibaut Bastide. Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Visionnée plus d'1 million de fois, elle livre le témoignage d'un petit garçon de 7 ans, victime de harcèlement scolaire. Une vidéo poignante dans laquelle l'enfant fait part de son mal-être. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Une vidéo choc dénonçant un fléau loin d'être isolé, une vidéo qui pose aussi la responsabilité de la fuite de ce contenu qui expose largement l'enfant sur les réseaux sociaux. Jeudi, à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, l'UNICEF a dévoilé des chiffres pour le moins alarmants. Un enfant sur 2 en serait victime dès l'âge de 7 ans et un adolescent sur 4 à 18 ans. Ces résultats se basent sur une enquête menée auprès de plus de 26 000 enfants et adolescents de 6 à 18 ans et montre à quel point les jeunes sont nombreux à faire l'expérience de moquerie et de harcèlement. Ainsi, pour dénoncer le harcèlement scolaire, les parents et les proches des victimes n'hésitent plus à se servir des réseaux sociaux pour alerter la population. Si l'usage de ces nouveaux canaux de diffusion peut être bénéfique, les réseaux sociaux peuvent également avoir l'effet inverse. Avec leur émergence, le harcèlement peut se poursuivre bien au-delà du cadre scolaire. Face à ce risque, et alors que les enfants sont de plus en plus précoces sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a fait du harcèlement scolaire l'une de ses priorités. Pour ce faire, il pourra compter sur Brigitte Macron qui souhaite insister sur l'éducation des enfants à la bienveillance dès le plus jeune âge en se basant sur le modèle danois. D'ailleurs, certains établissements optent pour la méthode de la préoccupation partagée qui cherche moins à sanctionner les harceleurs qu'à développer leur empathie. Selon l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, il s'agit d'une méthode qui apparaît comme l'une des plus efficaces. Une méthode de câlinothérapie que ne partage pas Anne-Sophie Nogaret, ancienne enseignante et auteur du Mammouth au Titanic. C'est complètement débile parce que je vois très bien, en tout cas, la réaction possible du harceleur, qui est la même que celle du petit caïd. Moi, ça, j'en ai vu des petits caïds. C'est de dire face à l'institution, ah oui, ah là, merci, grâce à cet atelier, j'ai enfin compris l'empathie, c'est formidable, merci, merci. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait qu'encourager une forme de manipulation, en fait. C'est-à-dire, en réalité, on a peur, je sais, pour des raisons diverses, mais et souvent complètement inconscientes d'ailleurs, mais on a peur de sanctionner ces élèves-là. Ils font peur pour diverses raisons. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on met en place tout un tas de dispositifs qui, en réalité, visent tous à éviter, justement, le conflit avec cet élève-là. Et où, du coup, pour l'élève, c'est très simple de faire semblant. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'ils font tous. Un élève qui, de toute façon, en est à harceler d'autres élèves, d'autres enfants, généralement, enfin, même toujours les plus faibles, c'est quelqu'un qui est déjà tordu. Donc, qu'on lui fasse des petits ateliers sur l'empathie, c'est de la grosse rigolade. Enfin, non. Si le système éducatif a un réel rôle à jouer, les parents ont également le leur, à savoir l'éducation de leurs enfants. Sans cela, toutes les initiatives pour lutter contre le harcèlement scolaire seront inefficaces, voire totalement inutiles, ce qui est le cas depuis des années alors que les campagnes de prévention se multiplient sans grand effet. Le Made in France à la Côte. Samedi s'ouvre à Paris le salon des produits fabriqués en France, le MIF Expo, une tendance qui ne cesse de grimper et qui allie patriotisme économique et écologie. Une 7e édition du salon Made in France sous le signe de la réussite à Paris du 10 au 12 novembre. 450 exposants participeront à un grand salon des produits fabriqués en France. Pas moins de 60 000 visiteurs sont attendus pour cet événement.
Parmi les exposants, beaucoup de jeunes sont attendus, mais aussi des marques qui ont fait de la fabrication française un véritable atout et qui commencent à être connues dans tout le pays. On pense notamment à la griffe Le Slip français, créé en 2011 et qui réalisera cette année un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Un succès français qui a permis d'embaucher 100 personnes. Fabienne Delahaye, fondatrice de ce salon, avait lancé le MIF Expo en 2012. Il n'y avait alors que 70 exposants, près de 7 fois moins qu'aujourd'hui. Cette dernière nous explique les raisons qui, selon elle, font la réussite des produits fabriqués en France. Je pense que les raisons viennent de la forte désindustrialisation qu'on a connue durant ces 4 dernières décennies. Et donc les consommateurs sont conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France, enjeux en termes d'emploi, enjeux en termes d'environnement, parce que les produits importés, il faut bien les réacheminer, donc il y a quand même un coût environnemental. Des enjeux aussi en termes sanitaires, parce qu'il y a des règles strictes concernant les normes en France. Les produits qui sont importés ne respectent pas toujours ces normes, et s'il y avait des contrôles aléatoires, je crois qu'on serait assez étonné des matériaux que composent nos objets du quotidien, et notamment ceux qu'on offre aux enfants. Des produits de qualité et fabriqués en France qui restent cependant marginaux par rapport à la vente de produits importés d'Asie notamment. La raison, le coût souvent réputé plus cher du produit Made in France. Pourtant, pour Fabienne Delahaye, ces produits ne sont pas nécessairement plus chers. On a parfois la fausse idée côté consommateur que le Made in France est forcément plus cher. Pas forcément. Voilà, vous avez tout un tas de produits qui ne sont pas plus chers. Après, il y a aussi une question de marketing. Quand on parle par exemple de produits allemands, on parle de Dutch qualité. La comparaison avec les produits allemands, c'est intéressant parce que jamais on pose la question du coût. On ne se rend pas compte que le fait de regarder un prix sur une étiquette, alors un t-shirt pas cher, etc., on croit le payer pas cher, on oublie qu'on le paye beaucoup plus cher autrement. Par exemple, des pertes d'emplois, quasi 2 millions dans l'industrie, qui n'ont été que partiellement compensées par des emplois dans le service, en réalité. Tous ces Français qui se sont retrouvés sans emploi ont perçu des indemnités. Ces indemnités, c'est la collectivité. Et donc c'est chacun d'entre nous qui s'en charge. C'est très bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un coût supplémentaire. Mais comme il est versé autrement, en charge, en CSG, en que sais-je, on se rend pas compte que le coût du t-shirt pas cher, en fait, il est beaucoup plus cher si on ajoutait à ce prix du t-shirt toutes les compensations parce qu'on a perdu son travail et qui sont donc payées chaque année par chacun d'entre nous. Le principal problème que rencontrent les entrepreneurs voulant adopter la démarche Made in France n'est pas forcément différent de celui d'autres entrepreneurs, à savoir la difficulté liée au financement et à la fiscalité, des surcoûts qui empêchent notamment le développement marketing des marques françaises. Un autre frein dont on parle moins, c'est la difficulté pour une entreprise qui fabrique en France, qui a donc des marges faibles, d'avoir les budgets nécessaires pour se faire connaître. Et donc, elle souffre parfois d'un problème de notoriété. Des difficultés qui n'empêchent pas de nombreux jeunes de se lancer dans l'aventure du Made in France chaque année. Pour cette édition, les visiteurs du salon pourront ainsi rencontrer, outre le slip français, la montre Routine, 100% assemblée en France, et le lave-vaisselle Bob, un mini lave-vaisselle fabriqué en Vendée en s'appuyant sur l'usine de 20S Industries où étaient fabriqués des lave-vaisselles avant l'arrêt de la production en 2016. Les exposants pourront en tout cas miser sur ce salon pour se faire connaître et écouler un peu de stock. Lors de la précédente édition, 70 à 75% des visiteurs avaient en effet acheté sur place. Pour les amateurs du Made in France, rendez-vous donc du 10 au 12 novembre à Paris, porte de Versailles. Pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, vous pourrez retrouver les entrepreneurs qui fabriquent en France partout sur Internet et grâce à des outils comme l'application Made in Emploi. Le Made in France, comme nous venons de le voir, rencontre un réel succès, un succès local souvent, qui est cependant très dépendant du global et des GAFA et donc de l'étranger. Retour sur un paradoxe. Noël et les fameuses fêtes de fin d'année arrivent et envahissent déjà les devantures des magasins, faisant la part belle aux professionnels du marketing. Et pour cause, l'enjeu est de taille, le chiffre d'affaires de fin d'année est primordial pour la survie de plusieurs secteurs en France. Ainsi, les producteurs locaux, par exemple, sont particulièrement en pointe sur la vente en période de fin d'année, mais surtout sur la vente en ligne. Leur outil séduction, Internet, et pour cause, les débouchés commerciaux des artisans producteurs de chocolat, d'alcool ou encore de foie gras se sont multipliés avec l'avènement d'Internet et des GAFA. Un peu paradoxal à première vue, tant l'outil web peut apparaître comme une machine de communication internationale et cosmopolite.
En réalité, avec la seule plateforme de vente Amazon, les petits producteurs français exportent pour plus de 250 millions d'euros sur l'exercice 2017 par exemple. Ainsi, le local profite du global et vice-versa, une opération gagnant-gagnant. Les producteurs s'acquittent d'un abonnement de 39 € mensuels pour intégrer la boutique produits locaux d'Amazon, puis reversent une commission comprise entre 8 et 15% par produit livré. Une commission calculée en fonction du poids du colis. Pour le producteur, la marge demeure intéressante, mais ce type de vente a également créé une nouvelle dépendance, celle vis-à-vis des GAFA. Désormais, ces producteurs sont tributaires d'Amazon et ceux qui disposent de leur propre plateforme de vente sont tributaires de Google. Le développement du local via Internet pourrait donc ne tenir qu'à un fil, et à plus forte raison quand on connaît la force de frappe des GAFA. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait fait de la taxation de ces géants du numérique une véritable croisade ministérielle. Abandonné par son homologue allemand avec qui il menait son combat, Le Maire va finalement rétropédaler. La faute au patronat allemand qui redoute une guerre économique avec les États-Unis. La nouvelle dépendance du commerce français, et tout particulièrement des produits du terroir, semble donc être celle vis-à-vis des GAFA. Faute d'innovation et de volonté politique, les pays européens et la France en particulier ne pourront pas retrouver un peu d'autonomie vis-à-vis de l'oncle Sam sans développer une politique numérique continentale ou tout au moins étatique audacieuse. À 7 mois des élections européennes, le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, s'est rendu en visite en Hongrie. Un voyage discret pour observer le fonctionnement du pays de Viktor Orban, une des figures de proue de la lutte contre l'immigration clandestine en Europe. Nicolas Dupont-Aignan sur les terres de Viktor Orban. À 7 mois des scrutins européens, le leader de Debout la France s'est rendu en Hongrie avec plusieurs collaborateurs. L'objectif, se rendre compte au-delà de la propagande médiatique de la situation migratoire dans le pays. C'est pour cette raison que Nicolas Dupont-Aignan s'est rendu à la frontière serbo-hongroise. Il a pu observer les grillages installés par Orban au début de la crise migratoire. Je suis dans la commune d'Achotolom, en Hongrie, à la frontière de la Serbie. Et dernier mois, vous avez la frontière, la barrière, qui a été courageusement bâtie par Viktor Orban suite aux vagues migratoires considérables qui ont envahi l'Europe et le pays. Cette frontière a été très critiquée par la France et par tant d'autres chefs d'État, alors même que ce gouvernement hongrois ne fait qu'appliquer les dispositions européennes sur le contrôle des frontières européennes. Voilà pourquoi je suis ici, c'est un symbole. C'est le symbole d'une Europe qui veut se protéger. C'est le symbole du retour de frontières nationales où chaque pays est responsable de son destin. Cette frontière, bien sûr, est étanche, mais cela ne veut pas dire que le pays est fermé. Ici, en Hongrie, j'ai vu un pays à la réussite économique éclatante, avec des libertés publiques, qui est ouvert sur le monde, qui a un taux de chômage réduit à quasiment zéro. Tout simplement, il maîtrise ses frontières. Il décide qui a le droit d'entrer chez lui. Il est ouvert sur le monde. La frontière, c'est comme la peau. Elle laisse transpirer le pays, mais elle permet de maîtriser son destin, sa sécurité, ses flux migratoires. Nicolas Dupont-Aignan a donc choisi un symbole fort en étant le premier parlementaire français à se rendre en personne à la frontière installée par le président Orban. Un symbole qui prouvera donc sa détermination dans la lutte pour un retour des frontières aux portes de la France. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de sa rencontre avec plusieurs officiels hongrois, voir et comprendre comment envisager une alternative à la politique actuelle de l'Union européenne. Vous savez, il n'y a qu'un modèle pour moi, c'est le modèle français. C'est à nous d'inventer notre propre modèle. En revanche, il est toujours bon d'aller visiter ailleurs ce qui se fait. J'ai été rencontrer des personnalités de manière discrète parce que je voulais mieux connaître ce gouvernement. Et puis j'ai été à la frontière avec la Serbie pour voir l'organisation de la frontière, ce fameux mur dont on a parlé, qui n'est simplement qu'un pays qui veut défendre ses intérêts. Et c'était intéressant parce que cela prouve qu'un pays qui a de la volonté peut contrôler les flux migratoires, peut empêcher les migrations, peut rétablir l'ordre. Et je pense que la caricature dont est victime M. Orban en France est insupportable. Au-delà de l'observation de la situation, Nicolas Dupont-Aignan avait tout intérêt à entrer en contact avec les dirigeants politiques hongrois. En effet, dans le cadre des élections européennes, les rapprochements entre les nations et la convergence des forces d'opposition au progressisme macronien auront une importance capitale. Je pense qu'à terme, au Parlement européen, il faut un grand groupe, et même majoritaire,
pour une autre vision de l'Europe, celle des nations et des projets, la vision gaullienne que j'ai de l'Europe. C'est pas la réforme de l'Union européenne, c'est la fin de l'Union européenne et la reconstruction d'une Europe des nations et des projets. C'est pas, moi je ne vais pas rafistoler l'Union européenne, je veux reconstruire une Europe des nations et des projets. Vous savez, il y a 3 catégories de gens. Il y a ceux qui veulent rafistoler l'Union européenne, ils appellent l'Europe autrement, etc. C'est les républicains, les socialistes, ils nous font le coup depuis 20 ans. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas d'Europe du tout. Mais on est en Europe. La France est sur le continent européen. Et moi je ne crois pas du tout que la France va partir comme l'Islande ou l'Angleterre au milieu de l'Atlantique. Et puis il y a ceux comme moi qui veulent en finir avec l'Union européenne, mais remplacer cette Union européenne par une organisation de coopération interétatique qui ne soit pas supranationale et qui permette de mener des projets communs, de défendre notre civilisation. Enfin, c'est pas parce que l'Union européenne est une catastrophe qu'il ne faut pas travailler avec nos voisins d'une autre façon. Voilà, c'est très simple, c'est le bon sens. Et le bon sens semble payer. En effet, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a publié cette semaine un sondage très favorable au leader de Debout la France. Si une liste d'union des droites était réalisée pour les européennes, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui ferait le meilleur score s'il était à sa tête. Un score de 43%, très largement supérieur à toutes les autres personnalités possibles pour le moment. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Attaque au couteau en plein cœur de Melbourne. Ce vendredi, un assaillant a tué une personne et blessé 2 autres. L'agresseur, un Somalien connu des services de police, est mort à l'hôpital après avoir été blessé lors de l'intervention des forces de l'ordre. Selon une information transmise par la police, des bouteilles de gaz ont été trouvées dans le véhicule du suspect. Daesh a revendiqué l'attaque via son organe de propagande, Hamak. Recevoir des colis à domicile pourrait vous coûter cher. En pleine tempête sur la hausse des taxes du carburant, l'Association des maires de France pourrait en rajouter une couche. En effet, l'AMF souhaiterait mettre en place une taxe d'1 euro par colis livré à domicile s'il est le fruit du commerce en ligne. Ce serait aux marchands de collecter la dite taxe et de la retransmettre à l'État avec une recette annuelle estimée à 335 millions d'euros. Un parlementaire de la majorité En Marche dénonce l'influence d'un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale. Agnès Thiel, députée La République En Marche de l'Oise, a répondu sur le réseau social Twitter à une de ses collègues qui invitait à un café citoyen sur l'ouverture de la PMA en mettant en exergue l'aspect propagandiste de ce genre de réunion avant de poursuivre l'échange en évoquant la présence d'un puissant lobby LGBT à l'Assemblée, avant d'ajouter que l'Assemblée nationale n'est pas la France et de dire qu'en circonscription, les avis sont tout autres. Téméraire, mais pas trop, l'élu a finalement dû s'excuser sous la pression de personnalités comme Benjamin Griveaux. Un recadrage qui semble confirmer la présence de groupes de pression plus ou moins formels sur les questions de société. Prison ferme pour les proches d'une députée La République En Marche. Jeudi, le tribunal correctionnel de Tours a rendu son jugement à l'encontre de 4 hommes accusés d'avoir menacé et séquestré leur sœur, fille et nièce, Mounia Haddad, pour empêcher son mariage. Le père de la jeune élue a été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. L'un de ses oncles à 3 ans de prison, dont 12 mois avec sursis, et 3 ans, dont 18 mois avec sursis pour un second oncle. Le frère a quant à lui écopé de 10 mois avec sursis pour menace de mort. L'avocat de la défense a annoncé son intention de faire appel, jugeant les peines incompréhensibles. L'immigration, une chance pour les Pays-Bas. Selon des chiffres établis par la police nationale néerlandaise, un demandeur d'asile sur 5 en provenance du Maroc et d'Algérie est considéré comme suspect d'un crime depuis 1 an et demi. Au total, entre le 1er janvier de l'année dernière et la fin du mois de mai de cette année, près de 4000 individus seraient concernés. Le groupe comprend à la fois des titulaires du statut d'asile et des demandeurs d'asile. La thèse qui accrédite un assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi de plus en plus renforcée. Une nouvelle vidéo rend crédible l'idée qu'une équipe de nettoyeurs soit venue évacuer les restes du journaliste assassiné. Le royaume saoudien, dans l'embarras après ces révélations, tente d'éteindre l'incendie médiatique en réécrivant le récit de la mort du journaliste au gré des révélations des autorités turques. Erdogan, lui, s'enfonce dans la brèche et en profite pour critiquer Riyad tout en dédouanant le roi Salman. La Turquie affirme en outre détenir des preuves de la culpabilité saoudienne et pourrait s'en servir comme outil de pression diplomatique.
C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Macron, ça pompe énormément. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le lâchage d'Emmanuel Macron par les journalistes, la performance de Donald Trump lors des élections de mi-mandat et l'ultra-violence pendant la nuit d'Halloween. Également au programme, tête à clash. Et on ne parle jamais des offres de paix de Charles Ier, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Oui, on parle jamais de cet éminent Charles Ier. Parce qu'il était dominé par le Kaiser, tout simplement. Pas du tout. Il faut commencer par dire qu'il a hérité d'une guerre. C'est les Français. Il n'a pas déclaré, il n'a pas commencé. Il a succédé à François-Joseph. Il fait tout pour l'arrêter. Il fait tout pour l'arrêter. C'est Clémenceau qui ne veut pas l'arrêter. Sabote ses offres de paix. On n'en parle jamais. Clémenceau poursuivait une guerre idéologique qui voulait abattre Est-ce que Guillaume ne voulait pas, lui, au contraire, aller jusqu'au bout de sa logique? Mais Charles Ier est allé jusqu'à proposer une paix séparée. Une paix séparée où il rendait à la France l'Alsace et la Lorraine. D'accord. Également au programme de la fin de semaine, le samedi politique avec le colonel Jacques Augard. Élise Blaise consacre l'émission aux relations entre Emmanuel Macron et l'armée française à la veille des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. C'est l'armée française qui est à mettre à l'honneur pour ce 11 novembre 2018. Et je pense que cet hommage-là aurait dû leur être rendu solennellement sur les Champs-Élysées. Et Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale aussi, un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. Il ne pouvait pas être évoqué la victoire de 1918 sans évoquer le nom du Maréchal Pétain, qui a été un grand soldat et dont je rappelle qu'en 1914, il était un vieux colonel près de prendre sa retraite. En 1940, c'est l'Assemblée du Front populaire qui a confié le pouvoir au Maréchal Pétain, qui était un vieillard. Je trouve un peu facile aujourd'hui de déverser sur lui des tombereaux d'insultes et de mépris, alors que cet homme a accepté le poids de cette charge épouvantable dans des conditions épouvantables. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. J'ai oublié de vous en parler, mais des études récentes montrent l'importance d'un phénomène complètement négligé, c'est la pauvreté des vieux qui n'ont plus d'emploi depuis l'âge de 58 ou 59 ans, à qui il manque 4, 6, 8, 10 trimestres et qui espèrent compléter leur compte et prendre une retraite le moins possible amputée, alors que justement, ils font partie des gens dont l'âge de retraite recule sans arrêt, pendant que le nombre de points nécessaires augmente lui aussi sans arrêt. Ils sont un tiers environ qui, n'ayant plus d'emploi et pas encore de retraite, vivent sous le seuil de pauvreté. Ils se font oublier parce qu'ils ont honte, ou ils se laissent oublier parce que personne ne s'en occupe. Et de temps en temps, quand vous traversez un bureau de Pôle emploi, vous surprenez des bribes de conversation avec une quinquagénaire un peu timide à qui on annonce qu'on va lui proposer un bilan de compétences. Mais 3 minutes après, là, quand la dame passe dans la salle d'à côté, les deux filles se regardent en levant les yeux parce que les compétences que réclame la nouvelle économie sont à 100 lieues des femmes sans emploi de 58 ans. Et que donc les femmes de 58 ans sont à 100 lieues de pouvoir retrouver un emploi. Et le problème, c'est qu'elles sont tout aussi éloignées de l'âge de la retraite grâce aux nouvelles dispositions qui le font reculer sans cesse. En gros, la situation pour ces gens-là, qu'on a dévalués et humiliés du jour au lendemain par décret, consiste à survivre avec le RSA ou avec leur capital s'ils en ont un, ou avec le produit de la vente de la maison,
s'ils sont propriétaires, le tout dans une société où on vous explique sans arrêt sur les chaînes de la TNT que la nouvelle Audi ne coûte que 600 € par mois pendant 5 ans, soit exactement le montant qu'il faut à une dame de 60 ans pour ne pas devenir entièrement clocharde. Ou à un homme, mais les hommes deviennent plus facilement clochards parce que leur amour-propre est en cause et qu'ils deviennent très amers quand ils s'aperçoivent qu'ils ne servent plus à rien, quand ils se rendent compte que leur prestige en société dépendait de ce qu'ils gagnaient et ils dépensaient. Mais jusque-là, ce n'est pas un sujet très original. Donc mon vrai sujet, c'est la conjonction de ce que je viens de vous dire. Une économie qui chasse les gens hors de l'emploi au plus mauvais âge, tout en les obligeant théoriquement à travailler plus longtemps alors qu'il n'y a pas de boulot. La conjonction de ce fait, dis-je, avec deux choses qui sont typiquement de la génération des cinquantenaires d'aujourd'hui, la solitude et le manque de culture. Je m'explique, quand on est né en 1965 dans un milieu un peu populaire, on a fait partie de cette génération qui croyait qu'on pouvait refaire sa vie sur un coup de tête. Le cinéma, vous le lisez tout le temps. Donc on a abandonné un foyer, puis un deuxième, en se prenant pour un grand héros de la liberté, façon Johnny à Saint-Tropez. Du coup, on a fait des enfants tellement dégoûtés qu'ils se marient même plus. Et tout ça, après 40 ans, mène souvent à une assez grande solitude personnelle, notamment chez les femmes qui n'ont pas assez cotisé et qui se retrouvent devant le trou noir de la vieillesse, pratiquement sans autre relation que leur voisinage immédiat. Et quand leur voisinage immédiat, c'est une famille du Bénin, ça ne va pas très loin. Les enfants sont absents, souvent ils se disputent, on se bat pour une pension alimentaire, du côté masculin on se bat pour ne pas les payer. Le tableau est assez terrible, mais ce serait rien encore si la société d'après-guerre n'avait pas plaqué là-dessus, à partir des années 70 environ, une ignorance complète des mécanismes de la psychologie et du cœur humain, une inculture morale pratiquement totale, une superficialité liée à tout ce zapping permanent qui nous est imposé. Pour parler plus précisément, si vous regardez le logement modeste d'un quadragénaire célibataire en 1970, vous aviez encore quelques livres, 2 ou 3 Balzac, Gilbert Cesbron, Hervé Bazin. Mais à partir de 80-90, l'étagère devient de plus en plus petite et la télé de plus en plus grande. Et à la télé, vous voyez quoi? Souvent des situations violentes, déboussolantes, sans aucune profondeur. Eh bien, l'ennuyeux, c'est qu'entre 50 et 65, si on est livré au chômage et à la pauvreté, il y a deux choses qui vous permettraient de garder la tête haute, je ne sais pas, mais froide en tout cas, le fait de n'être pas tout seul et le fait de n'être pas complètement ignorant. Or, ce sont les deux choses qui manquent le plus aux gens qui affrontent cette situation en ce moment. Ils sont noyés dans la solitude et ils n'ont lu aucun livre. Quand on regarde Drucker à la télévision le dimanche après-midi et qu'on est dans un petit logement toute seule, sans un rond, à 59 ans, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse. La jovialité des autres vous blesse, leur argent aussi, et vous n'avez pas de ressources morales et mentales personnelles pour réagir. Et le pouvoir, qui le sait très bien et qui sait qu'il ne fera pas long feu si vous réagissez, puisque vous êtes désormais les plus nombreux à voter, n'a aucun intérêt à vous laisser aller à des réunions le dimanche après-midi, aucun intérêt non plus à vous laisser reprendre une carte d'électeur. C'est pour ça qu'il vous a laissé Drucker jusqu'à 75 ans, et c'est pour ça que les démarches s'allongent pour redevenir électeur. Il y a quand même un détail, je reçois souvent des lettres de gens qui disent « Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de la vie des pauvres ?» Eh bien, je l'avoue humblement, de 60 à 63 ans, j'ai vécu chez un ami avec 500 € par mois dans le pire coin de la région parisienne, celui où on entend Drucker d'un côté du palier et du rap de l'autre. Mais jamais autant lu.